Bonjour et bienvenue à cette nouvelle capsule dans le cadre du cours Chimie 5062. Aujourd'hui, on parle de l'étude qualitative de l'état d'équilibre, partie très importante. On rentre vraiment dans le cœur du sujet de l'équilibre chimique. Donc, pour vous parler d'équilibre chimique, je vais commencer par vous donner un petit exemple de soccer. Donc, quand vous regardez un match de soccer et que vous ne voyez pas nécessairement les numéros des chandails, bien, c'est difficile de voir s'il y a eu un changement ou non. Comment c'est difficile de voir s'il y a eu un changement? C'est que pour chaque joueur qui débarque du terrain, je vais avoir un joueur qui embarque sur le terrain. Donc, un équilibre chimique, c'est ça. C'est un changement qui n'est pas non perceptible à l'œil nu, donc vous ne verrez pas de changement, mais qui existe quand même. Pourquoi? Parce que pour chaque molécule qui passe du côté des réactifs aux produits, je vais avoir la même réaction qui va se faire du côté des produits aux réactifs. Donc, à l'œil, je ne vois rien, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réaction chimique. J'ai principalement trois éléments qui sont nécessaires pour avoir un système à l'équilibre. Ma réaction doit être réversible, donc je dois être capable de partir des produits et d'en refaire des réactifs. Sinon, évidemment, je ne peux pas avoir les produits et les deux réactions directes et inverses qui se font à la même vitesse. Mon système doit être fermé, autrement dit, je ne dois pas perdre de substance en cours de route. Et je dois avoir des propriétés macroscopiques stables. Qu'est-ce que ça veut dire en français? Ça veut dire que je ne dois pas voir de changement. Ici, si on parle de ma bougie, eh bien, j'ai aucun des trois. Pourquoi? Ma réaction n'est pas réversible. Je ne peux pas prendre ma fumée et en refaire de la paraffine. Ça serait très pratique parce qu'on pourrait combattre l'effet de serre de cette façon-là, mais ça ne se peut pas. Donc, malheureusement, au niveau de mon système n'est pas fermé parce que je perds de la fumée, donc je perds des gaz dans ma réaction. Et au niveau des propriétés, ben, je vois une flamme, je vois de la fumée se dégager, donc j'ai des changements perceptibles à l'œil nu. Donc, je ne peux pas dire que mon système est à l'équilibre. Deuxième réaction, je fais un petit chocolat chaud. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement dissoudre du chocolat dans du lait chaud et je vais fermer ma tasse pour m'assurer de ne pas perdre la chaleur de mon chocolat chaud. Donc, à l'intérieur de ma tasse, je vais avoir mon chocolat qui va se dissoudre dans mon lait. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Bien, ma réaction n'est pas réversible. Pourquoi ma réaction n'est pas réversible? Parce que j'ai plus de poudre de chocolat. Donc, tout mon chocolat s'est dissous dans mon lait. Donc, je n'ai pas une réaction réversible. Par contre, je suis dans un système fermé. Je n'ai pas perdu aucun réactif et aucun produit. Je suis même dans un système isolé parce que je suis dans une tasse avec un couvercle. Et au niveau des propriétés macroscopiques, ben, je ne vois aucun changement présentement. Mon chocolat chaud va rester du chocolat chaud. Par contre, ma réaction n'est pas à l'équilibre. Pourquoi? Parce que ma réaction n'est pas réversible. Troisième exemple pour voir si mon système est à l'équilibre, je vais prendre une bouteille de boisson gazeuse et je vais l'étudier. Donc, une bouteille de boisson gazeuse qui est neuve, donc que je n'ai pas ouverte encore. Ce que je sais à l'intérieur de ma bouteille de boisson gazeuse, évidemment, c'est que je n'ai pas de bulle. Quand elle est neuve, je ne vois pas de bulle à l'intérieur. Vous remarquerez, si vous vous doutez, vous regarderez dans le dépanneur du coin, vous verrez qu'il n'y a pas de bulle. Par contre, ma bouteille est très, très dure. Donc, ce que ça me dit, ça, c'est que j'ai du CO2 qui est très, très, très présent, donc qui est sous pression dans la partie gazeuse de ma bouteille. Donc, ce que je vais avoir, c'est du CO2 qui va se dissoudre dans la liqueur, mais je vais aussi avoir du CO2 qui va redevenir sous sa phase gazeuse, donc qui va revenir dans la petite partie d'air que j'ai dans ma bouteille. J'ai donc une réaction réversible parce que j'ai autant le CO2 qui passe sous sa phase gazeuse que sous sa phase qu'on va appeler aqueuse, donc autrement dit dissous dans la liqueur. J'ai un système qui est fermé parce que mon bouchon est là. Et au niveau macroscopique, je ne vois aucun changement. Donc, quand je regarde ma bouteille, je ne vois pas de bulle. Donc, ici, j'ai un système qui est à l'équilibre. Quand j'enlève mon bouchon, à ce moment-là, je vais avoir des bulles qui vont se former. Je viens de perdre mon système fermé, donc parce que je perds du gaz, et je viens de perdre mes propriétés macroscopiques parce que je vois des bulles. Donc, à ce moment-là, je ne suis plus à l'équilibre. Il y a deux
principes fondamentaux en sciences qui expliquent un paquet de phénomènes dans un paquet de domaines. Le premier, vous le connaissez déjà, vous l'avez vu en quatrième secondaire, c'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Le deuxième, c'est le principe de Le Chatelier. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier le principe de Le Chatelier ensemble sur différents paramètres et on va étudier si ça a un impact sur mes systèmes à l'équilibre. Donc, le principe de Le Chatelier se dit comme suit. Si on modifie un système à l'équilibre, le système réagit de façon à s'opposer en partie au changement qu'on lui impose jusqu'à ce qu'il atteigne un nouvel équilibre. Attention, on dit ici atteigne un nouvel équilibre et non atteint son état initial. Évidemment, si je modifie un système, je ne pourrais pas revenir exactement à ce que j'avais initialement, mais je vais vouloir par contre revenir entre les deux. Autrement dit, je vais vouloir revenir dans mon état d'équilibre. Ce que ça dit en fait le principe de Chatelier, c'est que tout cherche à atteindre un équilibre. Et que si je modifie quelque chose qui est déjà en équilibre, c'est sûr que mon système va travailler contre moi. Parce que lui, il était bien à l'équilibre et donc il va vouloir revenir à l'équilibre. Donc, on va étudier ça. Ici, on a une réaction. Je fais réagir du H2 avec du I2 pour donner une molécule diodure d'hydrogène. Donc, qu'est-ce qui arrive si j'augmente ma quantité de H2? Eh bien, l'augmentation de ma quantité de H2, je vous l'ai dit au niveau de Le Chatelier, mon système va vouloir diminuer ma quantité de H2. Donc, comment je fais? Bien, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Si je diminue ma quantité de H2, mon hydrogène ne peut pas se perdre et disparaître. Donc, où il va aller? Il va aller à l'autre endroit où est-ce que j'ai de l'hydrogène. L'autre endroit, c'est ma molécule de HI. Donc, je vais favoriser ma réaction directe pour transformer mon surplus de H2 en HI. Ça va donc faire augmenter ma quantité de HI. Par contre, évidemment, dans le HI, j'ai de l'iode. Et donc, cet iode-là doit venir dans quelque part. Donc, elle va venir de ma molécule de I2, ce qui va provoquer une diminution de ma quantité, de ma concentration de I2. Maintenant, qu'est-ce qui arrive si j'augmente la concentration de mon HI, donc si j'introduis du HI dans mon système? Eh bien, mon système, comme je le disais, va vouloir travailler contre moi, donc va vouloir s'opposer au changement que je lui ai imposé. Donc, il va diminuer ma quantité de HI. Et donc, l'iode et l'hydrogène contenus dans le HI ne peuvent pas se perdre, ne peuvent pas disparaître. Ils vont être envoyés du côté gauche de ma réaction et donc je vais favoriser la réaction inverse et augmenter les concentrations de mes deux réactifs. Si je diminue maintenant ma quantité de diiode, en fait, la diminution de ma quantité de diiode, je l'ai dit, mon système veut s'opposer, donc je vais vouloir augmenter ma quantité. Maintenant, pour augmenter ma quantité, je ne peux pas créer de l'iode, je dois prendre cette iode-là en quelque part. Où est-ce que je vais la prendre? Je vais la prendre de mon iodure d'hydrogène. Donc, logiquement, je vais favoriser ma réaction inverse pour transformer mon iodure d'hydrogène en iode, ce qui va provoquer une diminution de ma quantité, de ma concentration plutôt, de diodure d'hydrogène et donc une augmentation de mon H2 parce qu'évidemment, si j'envoie de l'iode du côté de mes réactifs, ben, j'envoie de l'hydrogène aussi du côté de mes réactifs. Donc, ça va provoquer l'augmentation de mon H2. Donc, le premier facteur qu'on va étudier pour pouvoir appliquer le principe de Le Chatelier, c'est les concentrations. Mais faites attention, hein, on parle de concentration. Donc, l'ajout d'une substance en phase liquide ou solide, on ne peut pas parler d'une concentration d'un liquide ou d'une concentration d'un solide. Donc, ici, ça n'a pas d'impact sur le système. La modification de sa surface de contact non plus d'ailleurs. Donc, faites attention, la surface de contact et la quantité de substance liquide ou solide n'a aucune influence. On l'explique de cette façon-là. Bien évidemment, si j'ai une substance qui est sursaturée, autrement dit, j'ai mis du sel ou du sucre ou peu importe quelle substance dans un liquide et j'en ai tellement mis que j'en ai dans le fond. Bien, même si je rajoute du solide, ça ne change rien, je suis déjà sursaturé. Donc, ma concentration à l'intérieur de ma solution ne changera pas. Donc, à ce moment-là, on peut dire que l'ajout d'un solide, eh bien, ce n'est pas un facteur, enlevez ça de votre tête. Donc, on a vu que la concentration pouvait être un des éléments qui pouvait influencer un équilibre. Maintenant, il y en a d'autres.
Donc ici, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va changer la pression. Et comme le Châtelier l'a dit, peu importe le changement, mon système va vouloir s'opposer. Donc si on change la pression, ben, mon système va réagir. Évidemment, il faut se concentrer sur ce sur quoi peut avoir un impact la variation d'une pression. Donc, sur les solides et sur les liquides, on l'a vu au premier chapitre de chimie, vous vous souvenez dans votre premier module, les solides et les liquides sont non compressibles. S'ils sont non compressibles, ça veut dire qu'un changement de pression, pour eux, ça ne change pas grand-chose. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est vraiment ce qui concerne les gaz. Donc là, on va se concentrer sur les molécules de gaz qu'il y a dans ma réaction. Ce que je remarque, c'est que du côté de mes réactifs, j'en ai aucune. J'avais juste une particule solide. Et du côté de mes produits, j'en avais une qui était mon O2, puisque mon fer est solide. Si j'ai une diminution de pression, ben pour augmenter la pression, il faudrait que j'augmente le nombre de molécules de gaz. Donc, pour augmenter le nombre de molécules de gaz, il faut que je favorise ma réaction directe, ce qui va faire augmenter ma quantité de O2. Évidemment, ça va avoir un impact sur mes particules solides. Donc, ça va augmenter ma quantité de fer et diminuer ma quantité de Fe2O3. Si je fais le contraire, donc si j'augmente ma pression, en fait, mon système va vouloir diminuer sa pression. Et pour diminuer sa pression, il faut que j'enlève des particules de gaz. Pour enlever des particules de gaz, je vais favoriser ma réaction inverse dans ce cas-ci, ce qui va diminuer ma quantité de fer solide et augmenter ma quantité de Fe2O3. Donc, très important au niveau de la pression, il faut se rappeler, ça s'applique seulement sur les particules gazeuses puisque les autres particules sont toutes non compressibles. Donc maintenant, on va intégrer l'énergie à l'intérieur de ma réaction. Donc ici, je remarque que j'ai une réaction endothermique et une réaction exothermique. Pourquoi je dis les deux? En fait, vous remarquez qu'il y a une double flèche. Donc j'ai un système à l'équilibre. Ce qui veut dire que j'ai autant la réaction directe que la réaction inverse qui se fait. Donc ma réaction directe est endothermique, ma réaction inverse est exothermique. Qu'est-ce qui arrive si j'augmente la température de mon système? Donc, on l'a dit, je vais vouloir m'opposer en partie au changement qu'on lui impose. Donc, si je veux diminuer ma température, qu'est-ce que je vais favoriser? Je vais favoriser la réaction qui est endothermique. La réaction qui est endothermique, c'est la réaction directe ici. Donc, je vais favoriser ma réaction directe, ce qui va faire augmenter mes produits et diminuer mes réactifs. Qu'est-ce qui arrive maintenant si je veux diminuer ma température? Si je diminue ma température plutôt. Donc, mon système va vouloir augmenter ma température, donc va favoriser sa réaction qui est exothermique. La réaction exothermique ici, c'est la réaction qui est inverse. Donc, à ce moment-là, je vais favoriser ma réaction inverse, ce qui va augmenter mes réactifs et diminuer mes produits. Donc, troisième facteur, c'est la température. Donc, je vais pouvoir appliquer sur la concentration, la pression et la température. Maintenant, qu'est-ce qui arrive, dis-je, si j'ajoute un catalyseur dans l'intérieur de ma réaction? Ça va favoriser en fait les deux réactions. Donc, les deux réactions vont se faire plus rapidement, mais comme c'est vraiment les deux réactions qui se font plus rapidement, eh bien, l'ajout d'un catalyseur n'a aucun impact sur mon système à l'équilibre. Il y a un paquet de systèmes en industrie qui utilisent les principes d'équilibre et surtout les modifications d'équilibre pour pouvoir produire certaines substances. Donc, on va changer la pression, la température, la concentration de certains réactifs. On va retirer des produits dans certains cas pour s'assurer de produire certaines substances et donc d'accélérer la production et surtout de faire baisser les coûts de production de certains produits. Donc, vous pouvez parler du procédé Leblanc, du procédé Solvay ou du procédé Haber qui sert à produire de l'ammoniac qui est très utile, entre autres, pour nos engrais.
Vous pouvez vous poser la question pourquoi M. Habert est à l'envers. En fait, il y a une raison pourquoi il est à l'envers. Si vous voulez la connaître, vous pouvez aller voir le petit lien qui est situé dans la description de la chaîne de pensée qui va vous expliquer l'épopée de M. Fritz Habert qui a sauvé l'humanité grâce à son procédé qui a permis de synthétiser de l'ammoniac. Mais malheureusement, ce n'est pas la seule chose qu'il a fait dans sa vie. Donc, je vous invite à aller voir la petite chaîne. C'est bien fait et c'est rigolo. Et c'est ce qui met fin à cette capsule. J'espère qu'elle vous a plu. Vous êtes maintenant les experts. À vous de surpasser le maître.